Je suis tombé sur ma sœur au centre commercial et je lui ai demandé, « Alors, c'est pour quand, le voyage en famille ?» Elle a paru confuse et a répondu, « Attends. Tu n'es pas au courant? On y est allé le mois dernier. J'avais payé 4500 $ pour ces vacances. Je suis resté là, sans voix, puis j'ai sorti mon téléphone. L'aire de restauration du centre commercial Riverside sentait le bretzel et le poulet teriyaki. Je prenais mon déjeuner entre deux réunions quand j'ai aperçu ma sœur en train de regarder des lunettes de soleil à un kiosque près de la fontaine. Nous ne nous étions pas parlé depuis quelques semaines, ce qui n'était pas inhabituel compte tenu de nos emplois du temps chargés, mais je me suis dit que j'allais lui dire bonjour et peut-être prendre un café ensemble. « Mélissa » ai-je appelé, me faufilant à travers la foule du déjeuner. Elle s'est retournée, et son visage est devenu pâle. Vraiment pâle. Son sourire semblait forcé, s'étirant sur ses dents comme si elle venait d'être surprise en train de faire quelque chose de mal. « Oh, salut » a-t-elle dit, en glissant une mèche de cheveux blonds derrière son oreille. « Qu'est-ce que tu fais ici, Michel ?» La même chose que tout le monde, j'évite la vraie nourriture, ai-je plaisanté, en brandissant ma triste salade de bureau. Dis, alors, c'est pour quand ce voyage en famille? Je voulais demander à maman les dates définitives, mais tu sais comment elle ne répond jamais à son téléphone. L'expression de Mélissa a changé. La couleur a encore quitté ses joues, et elle a baissé les yeux sur le présentoir de lunettes de soleil comme s'il contenait les secrets de l'univers. À ce sujet, a-t-elle commencé, puis s'est arrêtée. Ses mains tripotaient une paire d'aviateurs. Tu n'es vraiment pas au courant? Mon estomac s'est noué. Quelque chose dans son ton m'a donné la chair de poule. Au courant de quoi? Mélissa a expiré lentement, en reposant les lunettes de soleil. On y est allé le mois dernier. Le voyage a déjà eu lieu. Je pensais. Je supposais que quelqu'un t'avait prévenu. Le bruit du centre commercial s'est estompé en un bruit blanc. Les gens passaient devant nous en riant et en faisant leurs achats, mais j'avais l'impression d'être sous l'eau. Ma bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Les mots ne voulaient pas se former correctement. Le mois dernier, ai-je répété d'un ton neutre. Vous y êtes allé le mois dernier? C'était compliqué, a dit Mélissa rapidement, ses mots se bousculant. Il y a eu ce problème avec la disponibilité du chalet, et les dates ont été avancées soudainement, et les emplois du temps de tout le monde étaient si difficiles à coordonner, et j'ai payé 4500 $ pour ce voyage. Ma voix semblait étrange, distante. Je l'ai viré sur le compte de papa en mars. Pour la location, les activités, la nourriture, tout ce dont nous avions discuté au dîner de Pâques. Le visage de Mélissa s'est décomposé. Je sais. Je suis tellement désolé. Papa devait en parler. Il a dit qu'il s'en occuperait. S'occuper de quoi, exactement? S'occuper de me voler mon argent, et de m'exclure de vacances en famille que j'ai aidé à financer? Ce n'était pas comme ça, a-t-elle protesté, mais ses yeux fuyaient les miens. Pour l'argent. Papa a dit qu'il te rembourserait. Et tu as été si occupé par le travail ces derniers temps. On a pensé que, de toute façon, tu ne pourrais peut-être même pas venir. Alors, vous avez décidé pour moi. Mes mains tremblaient. Je les ai fourrées dans mes poches. Vous avez tous décidé que je n'étais pas assez importante pour être incluse, mais que mon argent, lui, était tout à fait acceptable. Ce n'est pas juste. Juste? Le mot est sorti si sèchement qu'une femme qui passait par là a jeté un regard nerveux. J'ai baissé la voix. Tu veux parler de ce qui est juste? Est-ce que Tyler est venu à ce voyage? Le silence de Mélissa a tout dit. Tyler, son mari, qui se plaignait constamment de ma carrière, qui faisait des commentaires désobligeants sur le fait que j'étais célibataire à 34 ans, qui me traitait de bourreau de travail à chaque réunion de famille. Il était là, ai-je dit. Ce n'était pas une question. C'est mon mari. Et je suis ta sœur. Je suis ta sœur depuis 34 ans, Mélissa. Depuis avant que tu saches marcher. Depuis que je t'ai appris à faire tes lacets, que je t'ai aidé à réviser pour tes examens d'entrée à l'université, et que je t'ai organisé une fête prénatale quand tout le monde disait que tu étais trop jeune pour fonder une famille. Ma gorge s'est serrée. Mais d'une manière ou d'une autre, Tyler, qui te connaît depuis 6 ans, a sa place dans les vacances que j'ai financées, et moi, on me laisse de côté. S'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà, a murmuré Mélissa. Plus difficiles pour qui? Pour toi.
J'ai sorti mon téléphone, les mains tremblantes. Je dois y aller. Attends, s'il te plaît. On peut en parler? Peut-être prendre ce café? Je l'ai regardé, vraiment regardé. Ma petite sœur, qui me suivait partout comme mon ombre, qui a pleuré quand je suis parti à l'université, qui me disait que j'étais sa meilleure amie. La sœur qui, apparemment, avait si peu d'estime pour moi qu'elle avait pris mon argent et était partie en vacances sans un mot. Non, ai-je dit simplement. Je ne crois pas que je suis parti avant qu'elle ne puisse répondre, mes talons claquant sur le carrelage avec des battements secs et furieux. Mes mains tremblaient encore quand je suis arrivé à ma voiture. Je me suis assise sur le siège du conducteur, fixant l'écran de mon téléphone, la rage montant dans ma poitrine comme une cocotte minute. Le parking autour de moi semblait surréaliste. Un couple de personnes âgées est passé, tenant des sacs de course, riant de quelque chose de banal. Un adolescent est sorti d'une place trop vite, manquant de peu une autre voiture. Le monde continuait de tourner, alors que le mien venait de basculer. J'ai ouvert mon application bancaire avec des doigts tremblants et j'ai regardé la transaction du 15 mars. Elle était là. 4 500 $ virés à Robert et, le compte de mon père. Le libellé indiquait « Fonds pour les vacances en famille ». J'ai hâte. Visage souriant avec hurrieur, voir ce stupide emoji maintenant me retournait l'estomac. Depuis combien de temps savait-il? Cette question tournait en boucle dans mon cerveau. Le voyage avait eu lieu le mois dernier, ce qui signifiait qu'il planifiait cette exclusion depuis des semaines, peut-être plus longtemps. Chaque SMS de famille, chaque appel téléphonique anodin où personne ne mentionnait que le voyage avait déjà eu lieu, tout cela avait été un mensonge. Il m'avait regardé dans les yeux à plusieurs reprises pendant ces semaines et n'avait rien dit. J'ai ouvert mes SMS et j'ai remonté la conversation de groupe familial. Là, datant d'il y a 6 semaines, maman avait écrit « J'ai tellement hâte de passer du temps en famille ». J'avais répondu avec des cœurs et de l'enthousiasme. Il y a 3 semaines, papa avait mentionné quelque chose à propos de notre prochaine aventure dans un message de groupe. J'avais répondu en demandant si nous devions coordonner quelque chose. Il avait dit « Tout est réglé, ma chérie. Tout est réglé ». Il n'avait pas tort. Il s'était occupé de m'exclure tout en gardant mon argent. Le premier appel a été pour ma mère. Elle a répondu à la 3e sonnerie, la voix vive et joyeuse. « Ma chérie, comment vas-tu? Je viens de croiser Mélissa au centre commercial, ai-je dit, ma voix étrangement calme. Elle m'a dit que vous êtes tous partis en vacances en famille le mois dernier. Celles pour lesquelles j'ai contribué à hauteur de 4 500 $. Le silence a duré si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Chérie, a finalement dit maman, son ton changeant pour cette voix prudente et apaisante qu'elle utilisait quand elle savait qu'elle avait fait une bêtise. On allait te le dire. Ton père devait t'appeler à propos du changement de date. Le changement de date qui, comme par hasard, a eu lieu sans moi. Tu es toujours si occupé par le travail. On a pensé. Arrête. J'ai fermé les yeux, pressant ma paume contre mon front. S'il te plaît, arrête de me mentir. Si vous ne vouliez pas de moi, vous auriez pu le dire. Au lieu de ça, vous avez pris mon argent et vous avez menti pendant des semaines. Nous n'avons pas menti, a protesté maman. C'est juste que... Le timing c'est compliqué. Y a-t-il même eu un changement de date, ou était-ce le plan depuis le début? Un autre silence. Cela m'a tout dit. Je veux récupérer mon argent, ai-je dit. En totalité. D'ici la fin de la semaine. Eh bien, ça pourrait être difficile. L'argent a déjà été dépensé pour. Je me fiche de ce pourquoi il a été dépensé. Vous m'avez pris 4 500 $ sous de faux prétextes. C'est du vol, maman. Je vous donne jusqu'à vendredi pour le rendre, ou j'engage des poursuites judiciaires. Tu ne ferais pas ça, a-t-elle dit, mais sa voix vacillait. Nous sommes une famille. Une famille ne se vole pas. Vendredi, maman. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Mon cœur battait si fort que j'en avais le vertige. 3 respirations profondes. 4. 5. L'appel suivant a été pour mon père. Messagerie vocale, bien sûr. Papa, c'est moi. Je suis au courant pour le voyage. Je sais que vous êtes tous partis sans moi après avoir pris mon argent. Je le veux d'ici vendredi, où j'implique des avocats. C'est ton choix.
Mon doigt a survolé le contact suivant, Mélissa, encore. Non. Je lui avais dit ce que j'avais à lui dire. Mais il y avait quelqu'un d'autre qui devait m'entendre. Tyler a répondu à la première sonnerie, la voix aussi suffisante que d'habitude. Tiens. Tu as croisé Mélissa aujourd'hui? Tu savais, ai-je dit. Tu as su depuis le début. Savoir quoi? Que ta famille en a finalement eu marre de s'adapter à ton emploi du temps ridicule? Qu'ils ont décidé de vraiment s'amuser sans attendre que tu les cases entre deux réunions? Il a ri, et ce son a fait bouillir mon sang. Allez, tu devais bien te douter que ça finirait par arriver. J'ai payé pour ces vacances. Et ils ont bien utilisé ton argent. Le chalet était magnifique. Tes parents te remercient, au fait. Quelque chose en moi a cédé. Pas de manière dramatique et explosive, plutôt comme une corde qui s'effilochait depuis des années et qui a finalement lâché. Silencieux, décisif, final. Je vais te ruiner, ai-je dit doucement. Tyler a ri de nouveau, plus fort cette fois. Qu'est-ce que tu vas faire, poursuivre ta propre famille en justice? Bonne chance avec ça. Tu passeras pour une vieille fille avide et amère qui ne supporte pas d'être laissée de côté pour un seul voyage. On verra, ai-je dit, et j'ai raccroché. Mes mains avaient cessé de trembler. La rage était toujours là, brûlante dans ma poitrine, mais elle s'était transformée en quelque chose de froid et de concentré. J'avais passé toute ma vie d'adulte à construire une carrière dans le conseil financier. Je savais exactement comment gérer les litiges financiers. Je savais exactement qui appeler. Maxwell Brennan a répondu à sa ligne de bureau à la deuxième sonnerie. Max était mon avocat depuis des années, s'occupant de tout, des négociations de contrat à ce cauchemar avec mon ancien propriétaire. Il était vif, impitoyable quand c'était nécessaire, et il me devait une faveur. Dis-moi que tu appelles avec de bonnes nouvelles, a-t-il dit en guise de salutation. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose, ai-je dit. Une affaire de famille, un vol financier, et j'ai besoin que ce soit traité rapidement et de manière approfondie. Je t'écoute. J'ai tout expliqué. La planification des vacances, le virement d'argent, le voyage secret, la confrontation au centre commercial. Max a écouté sans m'interrompre, et je pouvais presque l'entendre prendre des notes. As-tu des preuves du virement, a-t-il finalement demandé. Relevé bancaire, SMS sur la planification du voyage, email, tout. Et il refuse de me rembourser. Je n'ai pas encore eu de nouvelles de mon père, mais ma mère a en gros dit qu'il l'avait dépensé et que ce serait difficile de le récupérer. Ce n'est pas comme ça que ça marche, a dit Max, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix, celui, prédateur, qu'il avait quand il voyait une affaire qu'il pouvait gagner. Ils ont accepté de l'argent dans un but précis, n'ont pas rempli cet objectif, et refusent maintenant de le restituer. C'est de la fraude pure et simple, voire un vol par tromperie, selon la façon dont on présente les choses. À quelle vitesse peux-tu agir? Je peux rédiger une lettre de mise en demeure et l'envoyer dès demain matin. S'ils ne répondent pas de manière appropriée dans le délai que nous leur donnons, nous engageons une action civile. Compte tenu du montant, nous pourrions aussi potentiellement impliquer la police, bien que ce soit plus compliqué en famille. Je veux que la lettre soit envoyée demain, ai-je dit. Donne-leur 3 jours ouvrables pour répondre. S'ils remboursent pas chaque centime, avec les intérêts pour le temps où ils l'ont eu, nous engageons des poursuites immédiatement. Tu es sûr de toi? Une fois qu'on s'engage sur cette voie, il n'y a pas de retour en arrière. Ta famille va être furieuse. Ils auraient dû y penser avant de me voler et de me mentir. Très bien, a dit Max, je m'y mets. Envoie-moi toute la documentation que tu as, et on va bétonner tout ça. Après avoir raccroché avec Max, je suis resté longtemps dans ma voiture, à regarder les gens aller et venir dans le centre commercial. Des familles avec des sacs de courses, des adolescents qui rient, des couples qui se tiennent la main. Des gens normaux menant des vies normales, sans avoir à gérer la trahison des personnes qui étaient censées les aimer le plus. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Mélissa. S'il te plaît, ne fais rien d'irréfléchi. On peut arranger ça. La famille est plus importante que l'argent. J'ai répondu avec des doigts fermes. Tu as raison. La famille devrait être plus importante que l'argent. Tu aurais dû t'en souvenir avant de prendre le mien et de me laisser derrière. Une autre vibration, cette fois de maman. J'ai parlé à ton père. On peut te rendre la moitié maintenant, et le reste au cours des prochains mois. S'il te plaît,
sois raisonnable. Raisonnable. Ils voulaient que je sois raisonnable à propos de leur vol. La totalité d'ici vendredi, où mon avocat engagera des poursuites. Ce n'est pas négociable. Mon téléphone s'est mis à sonner immédiatement. Maman, qui rappelait. J'ai refusé l'appel. Il a sonné de nouveau. Mélissa, cette fois. Refusé. Papa. Refusé. Tyler, ce qui m'a fait rire, en fait. Définitivement refusé. 3 messages vocaux sont apparus en succession rapide. Je les ai supprimés sans les écouter. Ce soir-là, j'ai transmis toute ma documentation à Max. Les relevés bancaires montrant le virement de 4500 $ en mars. Les SMS du groupe de discussion familiale discutant des plans de vacances, y compris les dates que j'avais marquées comme disponibles sur mon calendrier. Les emails de papa confirmant la réception de mon paiement et promettant de s'occuper de tous les arrangements. Les captures d'écran des conversations où nous discutions des activités et de la planification des repas. Tout dressait un tableau clair, des vacances en famille planifiées ensemble, payées en partie par moi, puis exécutées sans moi pendant qu'il gardait mon argent. Max m'a répondu par email dans l'heure. C'est encore mieux que ce que je pensais. Leurs propres messages établissent l'intention et l'accord. S'ils contestent, ils perdront lamentablement. La lettre part demain à 9 h. J'ai préparé le dîner ce soir-là dans mon appartement silencieux. Des pâtes à la sauce marinara. Simple et réconfortant. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des messages, mais j'ai désactivé les notifications de mes contacts familiaux. Quoi qu'ils aient à dire, cela pouvait attendre qu'ils soient prêts à avoir une conversation honnête, ce qui, de toute évidence, n'allait pas se produire ce soir. Vers 21 h, on a sonné à ma porte. J'ai vérifié l'application de la caméra sur mon téléphone et j'ai vu Mélissa debout là, l'air misérable et tenant ce qui semblait être une bouteille de vin. Je n'ai pas répondu. Elle a sonné de nouveau, puis a frappé. S'il te plaît, je sais que tu es à la maison. Ta voiture est là. Je veux juste parler. À travers la caméra, je l'ai regardée rester là pendant 5 minutes, frappant de temps en temps, avant de finalement partir. Ses épaules se sont affaissées alors qu'elle retournait à sa voiture, et pendant un bref instant, j'ai ressenti une pointe de culpabilité. Puis je me suis souvenu de son visage au centre commercial, de la façon dont elle avait essayé de justifier mon exclusion, de la façon dont elle avait laissé son mari se moquer de moi au téléphone. La culpabilité s'est évaporée. La lettre de mise en demeure est arrivée chez mes parents par courrier recommandé le lendemain matin à 10h47. Je le sais parce que j'ai reçu la notification de l'application de suivi. Max m'avait mis en copie de la lettre elle-même, et c'était une pure merveille, professionnelle, froide, et absolument accablante. Elle exposait les faits clairement, argent viré dans un but précis, objectif non atteint, bénéficiaire n'ayant pas restitué les fonds, action en justice à suivre si le paiement n'est pas reçu dans les 3 jours ouvrables. Aucun langage émotionnel, aucune accusation, juste une prose juridique impeccable qui rendait limpide le fait qu'ils avaient commis une erreur. Mon téléphone a explosé. 15 appels manqués avant midi. Des SMS allant de la supplication à la colère, en passant par la perplexité. Un message vocal de papa qui commençait par « Mais qu'est-ce que tu crois faire ?» et se terminait par « Appelle-moi immédiatement ». Rien de Tyler, ce qui était intéressant. Mélissa a envoyé un SMS de la longueur d'un roman sur à quel point elle était blessée que j'ai impliqué des avocats, comment elle n'aurait jamais pensé que je mettrais l'argent avant la famille, à quel point elle était déçue de moi. J'ai envoyé une seule réponse au groupe de discussion familiale. Vous avez eu de multiples occasions de faire ce qui était juste. Vous avez choisi de ne pas le faire. C'est la conséquence de ce choix. Puis j'ai mis la conversation en sourdine. Le travail est devenu mon sanctuaire. Je me suis plongé dans une nouvelle proposition client, j'ai examiné des projections financières jusqu'à en avoir les yeux qui se croisent, et je suis resté tard au bureau 3 soirs de suite. Ma collègue, Stéphanie, l'a remarqué, me coinçant près de la machine à café le jeudi matin. D'accord, qu'est-ce qui se passe? Tu as ce regard, a-t-elle dit, en se servant une tasse de l'horrible café de la salle de pause que nous prétendions tous buvable. Quel regard? Le regard, je suis sur le point de détruire la vie de quelqu'un, et j'ai les feuilles de calcul pour le prouver. Je l'ai déjà vu. Généralement juste avant que tu ne pulvérises le plan d'affaires désastreux de quelqu'un en réunion. Malgré tout, j'ai souri. Des histoires de famille.
Je ne veux pas t'ennuyer avec ça. Des histoires de famille qui nécessitent ton visage de meurtre légal? Maintenant, ça m'intrigue. Je lui ai donné la version abrégée. Les yeux de Stéphanie s'écarquillaient à chaque détail, et à la fin, elle secouait la tête avec incrédulité. Ils t'ont pris 4500 $ et sont partis sans toi? Sont-ils fous? Apparemment, ils pensaient que j'allais juste laisser passer. Est-ce qu'ils ne te connaissent pas du tout, Harry Stéphanie? Je t'ai vu passer 6 heures à traquer une erreur comptable de 3 $ parce que le principe te dérangeait. Pensait-il vraiment que tu allais hausser les épaules pour 4500 $ et une trahison massive? On dirait bien. Eh bien, j'espère que tu vas les écraser, a-t-elle dit joyeusement. Famille ou pas, c'est vraiment dégoûtant. Tu veux qu'on dîne ensemble ce soir? Tu as l'air d'avoir besoin d'une amie. J'ai accepté, reconnaissante pour la distraction. Nous sommes allés dans un restaurant thaïlandais du centre-ville, et Stéphanie m'a diverti avec des histoires sur sa vie amoureuse désastreuse. Ça faisait du bien de rire, de penser à autre chose qu'à la trahison de ma famille pendant quelques heures. Vendredi matin est arrivé, la date limite. Je n'avais eu aucune nouvelle de ma famille, à l'exception de messages de plus en plus désespérés que j'avais continué à ignorer. À 8h30, Max a appelé. Ils n'ont pas contacté mon bureau, a-t-il dit. Tu veux que j'engage les poursuites? J'y ai pensé pendant exactement 3 secondes, au faux sourire de Mélissa au centre commercial, aux mensonges apaisants de maman, à la voix moqueuse de Tyler, au silence de papa à travers tout ça. Fais-le, ai-je dit. C'est fait. Tu auras le numéro de dossier cet après-midi. Attention, les choses vont devenir très inconfortables. Elles le sont déjà. Autant que ça serve à quelque chose. L'action en justice a été enregistrée dans le système du tribunal du comté à midi. Une affaire civile exigeant le remboursement de 4500 $, plus les intérêts, les frais de justice et les honoraires d'avocat. Max l'avait intenté contre les 3, maman, papa et Mélissa, conjointement et solidairement responsables, ce qui signifiait que n'importe lequel d'entre eux, ou tous, pouvait être tenu de payer la totalité du montant, plus les dommages et intérêts. Mon téléphone a sonné sans arrêt le reste de la journée. J'ai tout ignoré. À 16h47, une nouvelle voix s'est jointe au cœur, tante Patricia, la sœur de ma mère. Elle a laissé un message vocal dégoulinant de déception sur la façon dont je déchirais la famille pour de l'argent, comment ma mère était dans l'arme, comment tout le monde était si choqué que je puisse être aussi cruel. J'ai sauvegardé le message vocal, non pas pour le réécouter, mais comme preuve du type de pression qu'ils exerçaient. Max a dit que cela pourrait être utile plus tard. Ce soir-là, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Il m'a fallu 1 minute pour réaliser que c'était de ma nièce, Emma, la fille de 12 ans de Mélissa. Elle était assez grande pour avoir son propre téléphone et, apparemment, assez grande pour être recrutée comme messagère. Tati Michel, maman est vraiment triste. Mamie aussi. Peux-tu s'il te plaît laisser tomber? Ce n'est que de l'argent. J'ai fixé le message pendant un long moment. Ils avaient impliqué une adolescente. Ils utilisaient vraiment un enfant pour essayer de me culpabiliser et me faire reculer. Je n'ai pas répondu. Le lundi suivant, Max a appelé avec une mise à jour. Ils ont engagé un avocat. Jackson Weaver, un type du coin, qui fait beaucoup de droit de la famille et de succession. Il a déjà pris contact pour un règlement. Qu'est-ce qu'il propose? Le remboursement intégral du principal. Pas d'intérêt, pas de frais. Ils veulent que tu signes un accord de non-divulgation et une décharge renonçant à toute réclamation future. Absolument pas, ai-je dit immédiatement. Ils paient tout, intérêts, honoraires d'avocat, frais de justice. Pas d'accord de non-divulgation. Ils s'excusent par écrit, et je veux la confirmation qu'ils comprennent que ce qu'ils ont fait était mal. Les excuses, ce n'est pas standard. Ça m'est égal. C'est ma condition. Ils peuvent l'accepter ou m'affronter au tribunal. Tu ne plaisantes vraiment pas avec ça, a dit Max. Le ferais-tu, si ta famille t'avait fait ça? C'est juste, a-t-il concédé. Je vais leur communiquer tes conditions. Les contre-offres ont commencé à affluer. Ils paieraient les intérêts, mais pas les honoraires d'avocat. Ils paieraient tout, mais voulaient l'accord de non-divulgation. Ils feraient tout, mais les excuses écrites étaient inutilement humiliantes. J'ai rejeté chacune d'entre elles, à chaque fois. Max appelait, me présentait la nouvelle offre, et à chaque fois, je disais non.
Mes conditions étaient mes conditions. À prendre ou à laisser. Pendant cette période, j'ai découvert quelque chose d'intéressant sur le fait de tenir bon, les gens se révèlent d'une manière qu'ils n'avaient jamais prévue. Tante Patricia m'a appelé directement un soir, sa voix mielleuse et douce, alors qu'elle essayait une approche différente de son précédent message vocal culpabilisant. « Chérie, je comprends que tu sois blessée », a-t-elle commencé. « Mais ta mère est hors d'elle. Elle ne dort pas, mange à peine. L'argent vaut-il vraiment la peine de détruire sa santé ? L'argent vaut-il la peine d'être volé ? Ai-je rétorqué. Parce que c'est ce qu'ils ont fait. C'est un mot si laid, a dit Patricia, son ton changeant légèrement. Ils ont fait une erreur de jugement. Les gens font des erreurs. Les erreurs sont accidentelles. Ceci était délibéré. Ils ont planifié un voyage, ont pris mon argent pour cela, sont partis sans moi, et ont menti à ce sujet pendant des semaines. Ce n'est pas une erreur. C'est un choix. Tu as toujours été si tranché sur les choses, a-t-elle dit, et maintenant la douceur avait complètement disparu. Si rigide, incapable de pardonner. Ta mère m'avait prévenu que tu serais difficile à ce sujet. Bien, ai-je dit. J'espère qu'elle t'a bien prévenu, parce que je ne reculerai pas. Patricia m'a raccroché au nez. J'ai ajouté son nom à ma liste mentale de personnes qui pensaient apparemment que je devais simplement accepter d'être volé et exclu, parce que c'est la famille. La campagne de dénigrement a commencé peu de temps après. J'ai appris par des amis communs que divers membres de la famille propageaient leur version des faits, j'étais avide, obsédé par l'argent, rancunière pour rien, déchirant la famille par mon égoïsme. Quelqu'un a même suggéré que je n'avais jamais eu l'intention d'aller au voyage et que j'utilisais cela comme une excuse pour créer des problèmes. Chaque mensonge renforçait ma résolution. Nous étions à 3 semaines de la bataille juridique quand quelque chose d'intéressant s'est produit. Stéphanie est entrée dans mon bureau un après-midi avec une expression étrange sur son visage. « Alors, j'ai des nouvelles bizarres », a-t-elle dit, fermant la porte derrière elle. « Tu te souviens de mon copain, Greg ? Celui dont je me plains tout le temps ? Celui qui est émotionnellement indisponible mais qui fait de bonnes crêpes ? C'est bien lui. » Elle a hésité. Bref, il est comptable, et il me parlait de ce nouveau client que son cabinet vient de prendre. Un petit entrepreneur, une société de conseil, qui a des problèmes de trésorerie. Elle a fait une pause dramatique. Le nom de l'entrepreneur est Tyler Sutton. Ma tête s'est redressée d'un coup. Tyler, mon beau-frère ? Tyler, même nom de famille, même secteur, même région. Alors, j'ai fait quelques recherches discrètes sur LinkedIn, et oui, c'est le même gars. Et selon Greg, qui m'a peut-être dit un peu plus qu'il n'aurait dû après 2 bières, l'entreprise de Tyler est en difficulté. Genre, de graves difficultés. Il ne s'est pas versé de salaire depuis 4 mois. Je me suis adossé à mon fauteuil, en traitant cette information. Tyler, qui s'était moqué de moi au téléphone en me traitant de bourreau de travail. Tyler, qui se montrait si supérieur lors des réunions de famille. Tyler, qui avait ri en utilisant mon argent pour leurs vacances. À quel point est-ce grave, ai-je demandé. Stéphanie a baissé la voix. Greg a dit que l'entreprise a peut-être 3 mois avant de couler complètement. Il essaie de restructurer la dette, mais ça ne s'annonce pas bien. Quelque chose à propos d'un client majeur qui s'est retiré et a emporté ses revenus récurrents avec lui. Ai-je dit d'un ton neutre, mais mon esprit travaillait déjà sur les implications. Tu penses à quelque chose de diabolique, n'est-ce pas, a demandé Stéphanie. Je le vois sur ton visage. Je pense que la société de conseil en difficulté de Tyler Sutton pourrait bénéficier de l'expertise de quelqu'un qui se spécialise dans les redressements financiers et la restructuration d'entreprises. J'ai ouvert mon réseau professionnel sur mon ordinateur. Quelqu'un comme, disons, l'analyste financier principal chez Morrison & Hay, quelqu'un qui a des relations avec la moitié des entreprises de taille moyenne de la région. Tu vas l'aider, Stéphanie avait l'air incrédule. Oh, non, ai-je dit en souriant lentement. Je vais m'assurer que chaque client potentiel qui l'approche sache exactement à quel genre de personne il aurait affaire. Je vais veiller à ce que chaque chef d'entreprise de notre réseau comprenne que Tyler Sutton est le genre d'homme qui trouve amusant de voler sa famille, qu'il est financièrement désespéré, qu'il est exactement le genre de personne à qui vous ne voulez pas donner accès aux informations financières de votre entreprise. C'est diabolique. C'est stratégique, ai-je corrigé. Je ne vais pas mentir à son sujet. Je vais juste m'assurer que la vérité soit très bien connue, dans tous les bons cercles.
J'ai commencé ce soir-là, une mention désinvolte à un client pendant un dîner sur ma situation juridique familiale en cours, en prenant soin de nommer Tyler et son entreprise. Un commentaire lors d'un événement de réseautage sur l'importance de l'intégrité dans les relations de conseil, suivi d'une anecdote personnelle sur mon beau-frère. Un avertissement amical à un ami chef d'entreprise dont je savais qu'il cherchait des services de conseil financier. Rien de répréhensible, rien de diffamatoire, juste des faits partagés de manière conversationnelle, se propageant comme des ondes sur mon réseau professionnel. Max a appelé 2 jours plus tard, l'air amusé. Alors, leur avocat vient de me contacter en panique. Apparemment, l'entreprise de Tyler perd des clients potentiels à un rythme alarmant, et il est convaincu que tu es derrière tout ça. Comment pourrais-je être derrière ces échecs commerciaux? Je ne suis pas responsable de sa réputation ou de ses compétences en gestion d'entreprise. C'est essentiellement ce que j'ai dit à leur avocat, en termes plus professionnels. Max a fait une pause. Mais voici la partie intéressante. Ils veulent un règlement. Toutes tes conditions. Paiement intégral, honoraires d'avocat, frais de justice, et des excuses écrites de chacun d'eux. Mon rythme cardiaque s'est accéléré. Qu'est-ce qui a changé? Tyler panique. Il pense que tu vas détruire son entreprise. Et honnêtement, d'après ce que leur avocat a dit, il semble que c'est exactement ce que tu es en train de faire. Ils veulent que ce soit terminé avant que tu ne fasses plus de dégâts. Je veux voir les excuses avant d'accepter quoi que ce soit, ai-je dit. Et elles doivent être sincères, pas un modèle que leur avocat a rédigé. Les excuses sont arrivées par email 3 jours plus tard. 3 lettres distinctes, une de chacun d'eux. Celle de papa était courte et bourrue, je suis désolé de ne pas t'avoir informé du changement de date du voyage et de ne pas t'avoir rendu ton argent immédiatement quand tu l'as demandé. La situation a dégénéré, et j'aurais dû mieux la gérer. Celle de maman était plus longue et plus émotive, pleine d'explications sur comment il pensait que ça ne me dérangerait pas, comment il s'était laissé emporter par la planification, et comment il n'avait jamais eu l'intention de me blesser. Cela ressemblait plus à une justification qu'à des excuses, mais contenait les mots « je suis désolé » et la reconnaissance que prendre mon argent sans fournir ce qui était promis était mal. Celle de Mélissa m'a fait marquer une pause. C'était 2 pages, écrites à la main et scannées. L'écriture était brouillonne, comme si elle avait pleuré en l'écrivant. Elle s'excusait de m'avoir menti au centre commercial, de ne pas m'avoir défendu, de laisser Tyler influencer ses décisions concernant la famille, et de m'avoir tenu pour acquise. Elle a écrit qu'elle m'avait toujours admiré, que quelque part en chemin, elle avait laissé la jalousie empoisonner cette relation, et qu'elle avait honte de ce qu'ils avaient fait. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, écrivait-elle à la fin. Je sais que j'ai détruit quelque chose qui ne pourra peut-être jamais être réparé, mais je suis désolé. Vraiment, profondément désolé. Tu mérites tellement mieux de notre part à tous, mais surtout de la mienne. J'ai lu cette lettre 3 fois, assise à ma table de cuisine avec un verre de vin. Une partie de moi était toujours furieuse. Une partie de moi était épuisée. Et une petite partie de moi, enfouie sous toute la colère et la trahison, était triste. Triste pour ce que nous avions eu, et pour ce que nous avions perdu. Mais je n'étais pas prête à pardonner. Peut-être que je ne le serai jamais. Les excuses sont acceptables, ai-je dit à Max. Prépare l'accord de règlement. L'argent est arrivé sur mon compte un mardi matin, 4 500 $ de principal, 147 $ d'intérêts courus, et 6 800 $ d'honoraires d'avocat et de frais de justice. Voir ce dépôt apparaître sur mon compte semblait surréaliste. J'avais gagné. Officiellement, légalement, complètement gagné. Mais je ne ressentais pas ce à quoi je m'attendais. Max a appelé pour confirmer que j'avais tout reçu. Alors, c'est réglé. Tu prévois d'avoir des contacts avec eux à l'avenir? Honnêtement, je ne sais pas, ai-je admis. Une partie de moi veut juste les couper complètement de ma vie. Mais ils sont toujours ma famille, et c'est compliqué. Ça l'est toujours, a-t-il dit avec sympathie. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as géré ça exactement comme il le fallait. Il devait faire face à de vraies conséquences, et tu t'es assuré que ce soit le cas. Que vous vous réconciliez finalement ou non, au moins tu t'es défendu. Après avoir raccroché, je suis resté assise avec mon téléphone à la main, regardant le groupe de discussion familiale que j'avais mis en sourdine il y a des semaines. Il y avait 247 messages non lus. Je les ai fait défiler sans les lire attentivement, beaucoup de colère, beaucoup de supplications, beaucoup de tentatives de manipulation. Quelques messages de membres de la famille élargie donnant leur avis.
Tout en bas, envoyé il y a à peine 1 heure, il y avait un message de Mélissa. Je sais que tu ne liras probablement pas ça, et je ne t'en veux pas, mais je voulais que tu saches que Tyler et moi sommes en thérapie de couple. Beaucoup de choses sont ressorties pendant tout ça, et je commence à voir à quel point certaines de nos dynamiques ont été toxiques. J'y travaille. Pas pour toi, mais pour moi et les enfants. J'espère qu'un jour nous pourrons reparler, mais je comprends si ça n'arrive jamais. Tu avais raison sur tout. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des semaines. J'ai répondu, je suis contente que tu cherches de l'aide. Il faut du courage. Je ne suis pas prête pour une relation en ce moment, mais j'espère que la thérapie t'aidera. Sa réponse est arrivée immédiatement, comme si elle attendait près de son téléphone. Merci. Ça signifie plus que tu ne l'imagines. J'ai de nouveau mis la conversation en sourdine, mais c'était différent cette fois, moins comme claquer une porte et plus comme la fermer doucement, laissant ouverte la possibilité qu'elle puisse un jour se rouvrir. Le travail a continué. La vie a continué. Je suis allé à la fête d'anniversaire de Stéphanie et Jerry avec des collègues lors d'un karaoké ridicule. J'ai pris un long week-end et je suis allé à la montagne, passant 3 jours à faire de la randonnée et à ne pas penser aux drames familiaux. J'ai commencé une thérapie parce que, même si j'avais gagné ma bataille juridique, je portais en moi beaucoup de sentiments compliqués à ce sujet. L'entreprise de Tyler a fait faillite 2 mois après le règlement. Selon le petit ami de Stéphanie, ce n'était pas seulement à cause des dommages à sa réputation, bien que cela n'ait pas aidé. Les problèmes financiers s'accumulaient depuis un certain temps, et la perte de ses clients potentiels n'a fait qu'accélérer l'inévitable. Tyler a pris un poste dans une plus grande société de conseil, travaillant pour quelqu'un d'autre au lieu de diriger sa propre entreprise. Je ne me sentais ni heureuse ni triste à ce sujet. C'était juste une information. 3 mois après la conclusion de tout cela, j'ai reçu une carte par la poste. À l'intérieur, un dessin d'enfant de 2 bonshommes allumettes se tenant la main, avec « Tu me manques », t'a-t-il écrit au crayon en haut. C'est Emma, la fille de Mélissa, qui l'avait dessiné. Au dos, de l'écriture de Mélissa, sans pression. Je voulais juste que tu saches qu'on pense à toi. J'ai mis le dessin sur mon réfrigérateur. 6 mois plus tard, l'invitation à l'anniversaire d'Emma est arrivée. Une fête pour enfants dans un parc de jeux gonflables local. L'invitation m'était adressée uniquement à moi. Pas d'invité, pas de supposition. J'adorerais que tu sois là, mais sans rancune si tu n'es pas prête. Mélissa. J'ai répondu par l'affirmative. La fête était gênante. Maman a pleuré en me voyant, essayant de me serrer dans ses bras alors que je restais raide et mal à l'aise. Papa m'a serré la main formellement, comme si j'étais une relation d'affaires. Tyler est resté de l'autre côté de la fête tout le temps, ce qui me convenait parfaitement. Mais Emma s'est illuminée en me voyant, courant vers moi pour un câlin qui semblait sincère et simple, comme seule l'affection d'une enfant de 12 ans peut l'être. Mélissa et moi avons à peine parlé, mais à un moment donné, pendant que les enfants dévoraient le gâteau, elle s'est approchée de l'endroit où je me tenais près du bol de punch. « Merci d'être venue », a-t-elle dit doucement. Ça compte beaucoup pour Emma, surtout, mais pour moi aussi. C'est une bonne gamine, ai-je dit. Ce n'est pas sa faute, et elle ne devrait pas être punie parce que les adultes de sa vie ont tout gâché. C'est juste, a reconnu Mélissa. Elle a hésité, puis a ajouté, je suis vraiment en thérapie. Ça aide. J'apprends beaucoup sur les limites, sur le besoin de plaire, et sur le fait de trop laisser les opinions des autres m'influencer. C'est un travail difficile, mais j'essaie. Bien, ai-je dit simplement. J'espère que ça t'aide. Nous sommes restés en silence un moment, à regarder les enfants jouer. Ce n'était pas confortable, mais ce n'était pas hostile non plus. C'était juste neutre, un point de départ, peut-être, pour quelque chose de différent de ce que nous avions eu avant. Je ne suis pas resté longtemps après le service du gâteau. J'ai dit au revoir à Emma, j'ai fait un signe de tête à mes parents, et je suis parti sans grande cérémonie. Mais en rentrant chez moi en voiture, j'ai réalisé que quelque chose avait changé. La rage qui m'avait animé tout au long de la bataille juridique, qui avait brûlé, vive et concentrée pendant des mois, s'était finalement apaisée en quelque chose de gérable. Je m'étais défendu. J'avais tracé une ligne et je l'avais fait respecter. J'avais exigé des comptes et je les avais obtenus. Je ne savais pas si ma famille et moi retrouverions un jour quelque chose qui ressemble à une relation normale. Peut-être que oui,
dans une nouvelle configuration qui reconnaîtrait ce qui s'était passé et respecterait les limites que j'avais établies. Peut-être que non, et que je devrais faire le deuil de cette perte et aller de l'avant malgré tout. Mais dans tous les cas, j'avais appris quelque chose de précieux. Ma valeur n'était pas négociable. Ma dignité n'était pas sujette à débat. Et les gens dans ma vie, famille ou autres, devaient me traiter avec le respect que je méritais, ou ils n'auraient pas leur place dans ma vie. Cette rencontre au centre commercial, aussi dévastatrice qu'elle ait été sur le moment, m'avait apporté de la clarté. Elle m'avait montré exactement où je me situais dans les priorités de ma famille, et elle m'avait forcé à décider ce que j'étais prête à accepter. J'ai choisi de ne pas accepter la trahison, même de la part des personnes qui étaient censées m'aimer le plus. Un an après l'incident du centre commercial, j'ai reçu un texto de Mélissa un mardi après-midi quelconque. Pas d'occasion spéciale, pas d'anniversaire ni de fête. Tu te souviens quand on allait prendre un café à cet endroit sur la 5e rue, avant que je te dépose à tes cours à l'université? J'y pensais aujourd'hui. C'était de bons moments. J'ai regardé ce message un moment avant de répondre. C'est vrai. Les lattes à la vanille étaient horribles, mais la compagnie était bonne. Ils étaient vraiment horribles, a-t-elle convenu. Je suis libre samedi matin si tu veux prendre un café quelque part avec de meilleures lattes. Sans pression. J'y ai pensé pendant exactement 10 secondes avant de répondre. Samedi, ça me va. 10 heures, c'est un rendez-vous. Et c'est moi qui paie. Tu paies, c'est certain, ai-je confirmé. Le samedi matin est arrivé, gris et bruineux, un temps d'automne typique. J'ai failli annuler 3 fois, mon pouce planant sur mon téléphone, l'anxiété me tordant l'estomac. Mais j'avais dit que j'irais, et j'ai tenu parole. Mélissa était déjà là quand je suis arrivé, assise à une table d'angle avec 2 lattes et ce qui ressemblait à une véritable nervosité sur son visage. Elle s'est levée en me voyant, puis a semblé ne pas savoir si elle devait me prendre dans ses bras ou non, et a fini par faire cette demi-vague maladroite à la place. « Salut », a-t-elle dit. « Je t'ai pris un latte à la vanille, mais je peux te prendre autre chose si tu veux. » « C'est très bien », ai-je dit en m'asseyant en face d'elle. Nous avons parlé pendant 2 heures, pas du procès ni de la trahison, pas au début. Nous avons parlé du travail, de ses enfants, du livre qu'elle lisait, et de ma récente tentative désastreuse de faire pousser des tomates sur le balcon de mon appartement. Des banalités, des sujets sûrs, le genre de conversation qu'on a quand on sonde le terrain pour voir s'il reste quelque chose qui vaille la peine d'être sauvé. Vers la fin, alors que nous nous apprêtions à partir, Mélissa a finalement abordé le sujet que nous évitions. Je sais que je me suis déjà excusé par écrit, mais je dois te le dire en face, a-t-elle dit, ses mains enroulées autour de sa tasse de café vide. Ce que nous t'avons fait était impardonnable. J'ai travaillé là-dessus en thérapie, en essayant de comprendre pourquoi j'ai laissé faire, pourquoi je ne t'ai pas défendu. Il n'y a aucune excuse qui rende cela acceptable. Je voulais juste que tu m'entendes le dire à voix haute, en te regardant, sans me cacher derrière une lettre. D'accord, ai-je dit, car que dire d'autre? Je ne m'attends pas à ce que les choses redeviennent comme avant, a-t-elle poursuivi. Je sais que c'est probablement impossible. Mais j'espère que nous pourrons peut-être trouver quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux. Construit sur l'honnêteté cette fois, au lieu de suppositions et du fait de se tenir pour acquis. Peut-être, ai-je dit prudemment. Mais ça va prendre du temps, Mélissa. Beaucoup de temps. La confiance n'est pas quelque chose qu'on peut simplement reconstruire du jour au lendemain. Je sais. Je suis prête à y consacrer ce temps, si tu le es aussi. J'ai regardé ma petite sœur. Vraiment regardé. Elle avait perdu du poids.